Au sommaire des ateliers d'IFTM, le digital au service de la reprise du trafic aérien. Comment le transport aérien lourdement impacté par la crise du Covid, mise à fond sur le numérique pour mieux redécoller, la mise en place d'un passeport numérique de santé, la reconnaissance faciale via des applications mobiles et autres smartphones, vont-ils permettre de rétablir la confiance en limitant l'affluence mais aussi en simplifiant la vie des voyageurs? Toutes les réponses en compagnie de Julien Joly, consultant chez Webstone et ses invités. Bonjour à tous et bienvenue dans les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la Web TV du site internet de l'IFTM. Je suis Julien Joly, consultant chez Wavestone, cabinet de conseil spécialisé dans le management et la transformation des entreprises. Alors le transport aérien, on le sait tous, paye un lourd tribut à la pandémie de coronavirus. L'Association internationale du transport aérien estime que les compagnies aériennes ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires en 2020, ce qui représente une baisse globale de 66% du trafic de passagers. En 2021, la reprise du trafic s'organise mais reste très dépendante de l'évolution des variants du virus et des mesures gouvernementales. La fermeture des frontières et les quarantaines imposées par certains pays aux voyageurs restent les principaux freins à cette reprise. Alors dans ce contexte incertain, les professionnels du transport aérien s'organisent pour à la fois donner envie aux voyageurs de reprendre l'avion dans des conditions de voyage satisfaisantes et également leur donner pleine confiance sur l'application des règles sanitaires. Pour faciliter cette reprise, le digital est l'un des leviers sur lesquels il est possible de s'appuyer et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés en plateau Benoît Vedel. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes responsable infrastructure et réseau chez SITA. SITA qui, je le rappelle, développe et fournit des solutions technologiques pour l'aérien et les aéroports. Également à ma droite, Thomas Bedel. Bonjour Thomas. Vous êtes chef de projet expérience client avant-vol chez Transavia. Et Paul Bouzol, vous êtes CEO de la start-up Affluence. Affluence est un service numérique permettant de gérer l'affluence dans les lieux recevant du public. Également à distance, Pascal Debord. Bonjour Pascal, vous êtes responsable de projet pour Lyon Aéroport. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, très bien. Très bien. Et également Robert Chad, vous êtes manager pour la France, les Pays-Bas et l'Europe du Sud chez IATA. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonjour à tous. Ouvrons tout de suite notre table ronde avec la première rubrique, la phrase du jour. Elle s'affiche à l'écran, je la lis avec vous. Le Covid s'est avéré être un agent de digitalisation particulièrement efficace. Cette phrase a été prononcée par Sergio Colella, président Europe chez SITA, lors du dernier Paris Air Forum en novembre 2020. Benoît Vedel, je me tourne vers vous. Vous travaillez chez SITA justement. Partagez-vous ce constat et avez-vous noté un coup d'accélérateur sur la digitalisation chez vos clients ? Oui, bonjour à tous. C'est clair que beaucoup de nos clients partagent le fait que la pandémie accélère leur projet de digitalisation. Et je voudrais donner 2 chiffres avec vous. C'est que 70% des passagers ne veulent plus donner leur passeport, leur carte d'embarquement ou leur téléphone à un agent dans l'aéroport. Et 85% des passagers se sentent plus en confiance s'ils peuvent avoir un parcours dans le passager sans contact. Donc avec les différentes bornes self-service et les différents automates qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que la digitalisation est importante parce qu'elle va à la fois permettre de respecter les mesures barrières et puis aussi un facteur de réduction de coûts pour les compagnies aériennes et les aéroports. Chez SITA, on a développé principalement 3 nouvelles applications. On va beaucoup parler des applications sanitaires, mais aussi pour la gestion des bagages. C'est-à-dire que lorsque vous allez arriver et que vous allez avoir un problème avec votre bagage à l'arrivée, vous n'êtes pas obligé d'aller au comptoir, vous pouvez utiliser une application pour faire votre réclamation directement. Aussi, si vous oubliez un objet dans l'avion, nous avons créé une application pour vous permettre de faire la demande et que l'objet vous soit envoyé chez vous directement. Et puis, une application aussi qui permet de transformer votre téléphone en télécommande pour pouvoir commander et télécommander n'importe quel kiosque pour délivrer votre carte d'embarquement ou votre étiquette bagage. Thomas Bedel, vous travaillez chez Transavia. Comment la crise du coronavirus a boosté la digitalisation de vos services et l'usage qu'en font vos clients ? Alors en effet, la crise du coronavirus a boosté l'utilisation de nos outils digitaux et notamment les outils de self-service. Lors de la première vague, notre service client a été saturé par un volume d'appels important et du coup, les clients se sont naturellement tournés vers l'usage des outils de self-service pour notamment modifier leur réservation. Et en fait, ils se sont rendus compte par eux-mêmes que l'effort
d'utilisation de ces outils était beaucoup plus faible qu'un appel au service client, puisqu'en 2-3 clics, ils pouvaient modifier leur réservation. Et d'un autre côté, cette crise a permis également d'accélérer sur le développement, l'automatisation et la digitalisation de nos processus, avec le renforcement des communications clients. On a mis en place un email dédié pour les mesures sanitaires, pour mettre en avant ce que Transavia mettait en place en termes de mesures sanitaires à l'enregistrement et dans nos avions, ce qui permet de rassurer nos passagers. On a également travaillé à un outil de rebooking avec une start-up nommée Smooth, une start-up française, et qui permet de rebooker nos passagers de manière automatique et leur proposer une solution de report en cas d'annulation de vol. Donc on est passé avec cette solution d'une solution réactive où on envoyait une notification à nos clients leur indiquant l'annulation de leur vol et qui devaient recontacter le service client pour leur proposer une solution de report, à une solution proactive où dans la notification, on leur propose automatiquement une ou plusieurs solutions et le client a la possibilité de choisir la solution qui lui correspond le mieux et donc être en contrôle de sa journée. Pascal Debord, je me tourne vers vous à présent. Partagez-vous également cet avis, une accélération de certains de vos projets digitaux ? Moi, en bon chef de projet, je vais répondre avec le prisme de mon projet, donc le projet Mona, qui effectivement a été lancé avant la crise du Covid, mais la crise n'a fait que renforcer l'intérêt de ce projet, dans la mesure où, on le verra tout à l'heure, les passagers peuvent s'enrôler sur le système via leur smartphone quand ils sont chez eux, et de façon à limiter les interactions quand ils arrivent sur l'aéroport. Effectivement, le service Mona que nous verrons un petit peu plus tard pendant cette table ronde. Paul Bouzol, avec la crise sanitaire, j'imagine également que la demande pour votre service de gestion de l'affluence a également augmenté ? Alors tout à fait, la demande a fortement augmenté parce qu'on a vu que c'était un sujet, l'affluence, qui était au cœur des préoccupations dans le cadre du respect de la distanciation sociale et des règles sanitaires. Alors c'est quand même à mettre en regard des projets qui, eux, à l'inverse, ont été ralentis à cause de fermetures administratives. Donc ça concerne quand même un certain nombre de secteurs. Donc les deux, finalement, s'équilibrent. En complément, ce qui a été très intéressant, c'est la manière dont les établissements ont perçu justement l'intérêt de communiquer l'affluence à leur public. On avait quand même auparavant encore quelques interlocuteurs qui étaient un petit peu réticents à communiquer cette information, soit parce qu'ils la considéraient un petit peu confidentielle, soit parce qu'ils ne voyaient pas forcément l'intérêt. Là maintenant, on n'a plus du tout ce type de discours. Tout le monde a très bien compris l'intérêt de communiquer l'information et a très bien compris que finalement, ce n'était pas quelque chose à garder pour soi, mais vraiment à diffuser le plus largement possible, pour que finalement chacun puisse se l'approprier et aider à garantir le respect de la distanciation sociale. Alors on l'a vu, effectivement, la crise a accéléré l'usage du digital qui répond particulièrement bien aux enjeux actuels. Quelles sont alors les technologies les plus prometteuses pour accompagner le retour des passagers ? C'est ce que je vous propose d'aborder dans notre deuxième rubrique, Demain, quelle reprise ? Avec l'accélération des campagnes de vaccination et la saison printemps-été qui arrive, la reprise du trafic aérien s'organise malgré la circulation toujours active du virus. Pour encadrer cette reprise sous Covid, la plupart des gouvernements exigent la preuve d'un test PCR ou antigénique négatif pour franchir leurs frontières et peut-être bientôt des certificats de vaccination. Pour faciliter ces nouvelles formalités, l'idée d'un passeport numérique de santé a fait son apparition. Sous la forme d'une application mobile, l'objectif de ce passeport est d'offrir un moyen simple et digne de confiance de démontrer que le voyageur remplit toutes les obligations sanitaires. L'un des enjeux autour de ce document numérique est à la fois de rétablir la confiance des passagers et des gouvernements pour permettre la réouverture des frontières, mais également de permettre la reprise accélérée du trafic aérien. Plusieurs solutions sont actuellement testées, comme l'AOCA Pass, le Common Pass ou encore le IATA Travel Pass, sur lequel je vous propose de nous arrêter à présent. Robert Chad, vous travaillez pour l'Association internationale du transport aérien. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le fonctionnement de ce IATA Travel Pass ? Comme vous l'avez indiqué, donc, l'association s'est très vite rendue compte que face à la multiplicité des mesures sanitaires mises en place, il fallait une solution digitale rapide pour fluidifier le trafic. Et donc, nous avons bâti une solution, une application, sur des modules existants déjà chez IATA. Donc, le premier pilier, donc c'est 4 piliers. Le premier pilier, c'est le registre sanitaire basé sur Timatic, qui est une application déjà utilisée par les compagnies aériennes. En gros, ça donne aux passagers quelles sont les informations nécessaires pour son voyage d'un point A à un point B, test, certificat de vaccination, etc. Le deuxième module,
c'est le registre des laboratoires qui sont disponibles dans le pays et acceptés dans l'autre pays. Donc, il pourra trouver ces laboratoires. Le troisième module, c'est la possibilité des laboratoires d'envoyer de manière codée et sécurisée les résultats des tests et des certificats de vaccination aux passagers. Enfin, le quatrième module, c'est vraiment l'identité digitale qui permettra le parcours passager d'une manière digitale en utilisant la biométrie et le cryptage des données de voyage. Robert Chad, plusieurs compagnies ont débuté son expérimentation. Quelles sont les prochaines étapes pour le déploiement de ce Travel Pass ? Alors, effectivement, le lancement a été annoncé à l'Assemblée générale de l'IATA en novembre avec un plan de déploiement de ce qu'on appelle de compagnies pilotes ou tests. Plusieurs compagnies ont rejoint le programme qui est supposé, la phase pilote est supposée être terminée au fin du premier trimestre pour un déploiement massif à partir du deuxième trimestre. Merci Robert. Alors SITA travaille avec IATA sur ce projet de Travel Pass. Benoît, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots cette collaboration ? Oui, tout à fait. SITA et IATA travaillent depuis de nombreuses années ensemble sur des problématiques bagages, passagers, sécurité. Et SITA est très fier de pouvoir travailler avec IATA sur cette problématique sanitaire. On est tous motivés à donner le maximum d'outils pour pouvoir redonner confiance aux passagers. Et la solution de IATA, donc SITA est le partenaire technique pour développer la solution. Cette solution est intégrée avec toute la chaîne d'enregistrement et d'embarquement que développe et que déploie SITA dans les aéroports. Et puis SITA également a déployé ses propres solutions pour pouvoir digitaliser les données sanitaires pour les passagers. Donc une première solution pour les compagnies aériennes et les aéroports qui va permettre sur un portail de prendre les données des passagers et de donner un QR code qui va faciliter le parcours du passager dans l'aéroport et donc lui permettre de faire son enregistrement en ligne. Et puis une solution aussi pour les gouvernements qui vont leur permettre de donner l'autorisation finale aux passagers d'embarquer et pour être sûr qu'il est compliant avec toutes les données sanitaires qui sont exigées pour l'entrée sur le territoire. Benoît, plusieurs passeports de santé ont été lancés, on a vu les nombreux projets. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de créer de la confusion, de la complexité pour le voyageur qui devra finalement utiliser une application différente en fonction de son itinéraire ? Oui et non. Dans le monde entier, on peut comprendre que les initiatives vont à des vitesses différentes. Dans certains pays, ce sont les gouvernements qui sont très actifs. Dans d'autres pays, ce sont les compagnies aériennes ou les aéroports qui sont très actifs. Donc, il est normal qu'il y ait de nombreuses initiatives. Ce qui est important, c'est l'interopérabilité. Il faut que toutes ces solutions soient complémentaires et non pas en compétition les unes des autres et qu'elles soient pensées dans un mode d'interopérabilité. Parce que lorsque, effectivement, les applications vont se développer, ce qui va être important, c'est la donnée. Et la confiance dans la donnée et être sûr que cette donnée est protégée. Donc, tous les acteurs doivent travailler ensemble pour être interopérables et être sûr que le passager va avoir confiance de partager ses données sanitaires. Merci Benoît. Robert Chad, que pensez-vous de ce sujet de l'interopérabilité ? Alors, c'est vraiment le mot-clé, parce que comme je vous l'ai expliqué, donc ces 4 modules qui ont été conçus pour l'IATA Travel Pass sont tous interopérables avec des solutions existantes des compagnies aériennes, donc qui utilisent quelques-unes qui étaient déjà en place, et aussi avec des nouvelles solutions qui vont venir peupler le paysage aujourd'hui du transport aérien digital. Merci Robert. Autre avantage de ces passeports numériques, ils vont permettre de faciliter la vérification des tests des voyageurs qui sont aujourd'hui effectués par les compagnies aériennes elles-mêmes. Thomas Bedel, je me tourne à présent vers vous. Pour une compagnie aérienne comme Transavia, quels sont les avantages de ce passeport numérique sur vos opérations ? Alors, pour les compagnies aériennes, l'avantage est double. Le premier, c'est la fluidification des flux et un gain de temps pour les passagers et la compagnie, puisque aujourd'hui, les tests documentaires et la vérification de ces tests sont effectués à l'enregistrement ou à l'embarquement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une multitude de documents demandés par les gouvernements, donc les clients sont un peu perdus. Le temps de vérification est important, ce qui a un impact fort sur nos activités. Et le deuxième avantage, c'est le transfert de responsabilité de la compagnie aérienne vers le Travel Pass et les entités qui sont derrière ce Travel Pass. Merci Thomas. Pascal Debord, je me tourne vers vous. Quel est, de votre point de vue, l'avantage de ce dispositif pour un aéroport comme Lyon-Saint-Exupéry ? Nous, du côté Vinci Airport, quand on parle de passeport numérique de santé,
il faut bien différencier une partie qui est vérification du test PCR. Et là, effectivement, on est à fond pour, parce que même dans le cadre de notre projet Mona, où l'objectif c'est un parcours les mains dans les poches, la vérification papier du test PCR devient un obstacle. Donc effectivement, c'est le genre d'initiative sur lequel on les regarde de façon très 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 proche. Après, par rapport si on parle de passeport vaccinal, là, on est finalement, même si technologiquement c'est peut-être les mêmes outils, on est quand même plus mesuré par le fait tout simplement que comme il y a assez peu de personnes vaccinées, on imagine que ça pourrait être un frein au développement. Mais sur l'aspect vérification des tests PCR, effectivement, on est à fond pour travailler là-dessus, de façon à fluidifier ce process d'embarquement, d'enregistrement. Merci Pascal. Alors le digital permet de créer un parcours sans contact et ainsi de limiter l'affluence dans certaines zones, et c'est ce que nous verrons tout à l'heure avec Paul. L'un des goulets d'étranglement en aéroport est aujourd'hui le passage de la frontière, mais la reconnaissance faciale, nous allons le voir, offre des perspectives intéressantes. C'est ce que je vous propose d'aborder dans cette nouvelle partie. Avant la crise, plus de 60% des aéroports et des compagnies aériennes prévoyaient de développer des dispositifs de reconnaissance faciale, selon une étude menée par CITA en novembre 2019. Avec la reconnaissance faciale, effectivement, le visage devient en quelque sorte la carte d'embarquement, ce qui permet de fluidifier les flux et de limiter les échanges de documents. Benoît Vedel, avec la crise du Covid-19, comment a évolué la demande des aéroports pour la reconnaissance faciale ? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, on a 85% des passagers qui sont motivés à utiliser le processus automatique dans l'aéroport. Et donc, la biométrie fait partie de ce processus sans contact. Donc, la demande est toujours très forte. Et c'est vrai que la problématique du masque... on va demander au passager de baisser son masque lorsqu'il va passer les contrôles biométriques de reconnaissance faciale. Mais en fait, il n'y a pas de problématique de geste barrière parce qu'en fait, il est seul dans ces masques puisque justement, il n'y a pas d'agent. Et la technologie est en train d'évoluer et déjà avec le masque, on commence à avoir des résultats qui sont très satisfaisants. Merci Benoît. Vinci Airport a lancé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry le service Mona, une application mobile qui s'appuie sur la reconnaissance faciale pour créer un parcours sans contact. Pascal Deborde, Lyon Aéroport, expérimente ce service. Pouvez-vous nous présenter Mona en quelques mots ? Oui, et très rapidement. Donc, Mona, c'est un service qui a été imaginé et conçu par Vinci Airport. Et donc, il est expérimenté à Lyon. Donc, Lyon est pilote pour envisager après un déploiement sur les autres plateformes. Donc, le concept de Mona, c'est la création d'un compte client par le passager, donc sur l'application Aéroport de Lyon. En créant ce compte client, on le verra, on associe sa photo, son document d'identité et sa carte d'accès à bord, de façon après, à son profil, de façon après, quand on arrive à l'aéroport et qu'on passe dans les e-gates biométriques, la présentation de son visage à l'e-gate va permettre à l'e-gate d'aller récupérer toutes les informations pour permettre le passage du passager sans qu'il ait à sortir ni ses papiers d'identité ni sa carte d'accès à bord. Donc c'est l'aspect sans contact physique qui est un confort pour le passager mais aussi un avantage opérationnel. Et donc cette expérimentation, on l'a démarrée donc avec Transavia, donc on travaille en proximité avec Thomas. Et aussi donc, sur Porto avec Transavia et aussi avec la compagnie portugaise TAP sur Lisbonne. Alors vous l'avez mentionné Pascal, une expérimentation a été lancée en octobre 2020 pour une durée de 12 mois. Quels sont les premiers retours des voyageurs sur le service Mona ? Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un contexte où il y a assez peu de passagers quand même, qui est un peu compliqué. Donc c'est pas toujours évident d'avoir un nombre suffisant de passagers. On a en gros, ce qu'on peut dire, c'est depuis le lancement qui était à mi-octobre, on a à peu près 500 passagers qui ont bénéficié du service Mona. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a une première phase d'explication du service et de communication. Et après, les passagers qui ont testé le service sont assez contents de ce service et on en a beaucoup qui le réutilisent souvent. Comme c'est des lignes sur Porto, on a beaucoup de passagers récurrents, donc on a des gens qui réutilisent ce service, donc c'est intéressant. Je crois que ce qui est important de comprendre,
pour comprendre l'intérêt du passager sur l'aspect confort et de nous, aéroports et compagnie, sur l'aspect opérationnel, c'est que c'est un projet assez pratique finalement parce que, si vous voulez, la performance, elle n'est pas sur le fait de dire je présente ma face devant la caméra. Ça, c'est quelque chose qui technologiquement fonctionne. Ce qui est important, c'est de se dire, comme je n'ai rien à sortir de mes poches, je n'ai pas en amont de mon passage à l'e-gate toute la démarche qui parfois est un peu compliquée, de se dire, j'arrive avec mon manteau, ma valise cabine, mon téléphone portable dans la main, et quand on est comme ça et qu'on doit sortir une carte d'accès à bord, bien souvent c'est la catastrophe, tout se casse la figure et on perd beaucoup de temps à cette étape. Donc là, l'avantage, il est là. Merci Pascal. Alors Transavia, on l'a dit, expérimente le service Mona pour ses vols au départ de Lyon-Saint-Exupéry et à destination de Porto. Thomas Bedel, en tant que compagnie aérienne, quels sont les avantages de ce dispositif ? Comme l'a dit Pascal juste avant, le principal avantage, là aussi, c'est la fluidification du parcours client en aéroport. Et dans ce parcours en aéroport, on a 2 points critiques qui sont le passage au contrôle de sécurité et l'embarquement. Et Mona permet de fluidifier ce parcours-là, et donc un gain de temps considérable pour le client. Et comme le mentionnait également Pascal, le fait de ne pas avoir à sortir les documents d'identité, donc d'être un parcours 100% touchless, permet d'avoir un confort pour le client, puisqu'il n'a pas besoin de sortir sa pièce d'identité, son passeport, sa carte d'embarquement avec son bagage, et donc un gain de temps et un confort considérable pour le client. Donc, pour Transavia, c'est vraiment une opportunité de proposer ce service innovant à nos passagers dans un but d'améliorer au global l'expérience client. Alors avec la digitalisation, le smartphone, on le voit, devient en quelque sorte la télécommande du voyage, mais tous les voyageurs ne sont malheureusement pas à l'aise avec son utilisation. Thomas, comment Transavia justement accompagne les voyageurs dans la prise en main de Mona et plus largement des outils digitaux ? Ah oui, donc c'est vraiment un point important, surtout sur des services aussi innovants, c'est la pédagogie. Si vous ne faites pas de pédagogie, l'utilisation sera très faible de ces services. Donc ce que nous avons mis en place, on a mis un email dédié sur le service Mona qui permet de mettre en avant les bénéfices de ce service et la simplicité d'utilisation. Ça, c'est vraiment un point très important de notre côté pour développer l'utilisation de ce service. Et on a aussi toute une partie liée à notre service client qui est disponible donc à travers le téléphone ou sur les réseaux sociaux pour accompagner nos clients sur ces questions et sur l'utilisation de ces outils novateurs. Mona utilise les données des voyageurs et il se pose la question de la sécurisation de ces données. Dans le monde, chaque pays applique ses propres règles en la matière. En France, l'utilisation de la donnée est un sujet, on le sait, particulièrement sensible et il est donc important de rassurer les voyageurs sur ce point. Pascal Deborde, comment avez-vous pris en compte justement le sujet de la protection des données dans ce projet ? Et donc sur ce genre de projet, la protection des données, c'est un sujet central et c'est un sujet qui pourrait devenir bloquant. Donc là, le projet, on l'a co-construit avec la CNIL. Donc il y a eu un examen de la CNIL avec des préconisations. Donc dans la pratique, les données biométriques, carte d'identité du passager sont stockées sur son téléphone portable. Il reste donc sur son téléphone portable dans l'application, dans un conteneur sécurisé. Voilà. Et ce n'est que lors de son voyage à l'aéroport que ces données sont transférées sur les serveurs de l'aéroport. Donc c'est pas stocké dans le cloud, c'est sur les serveurs de l'aéroport. Et les données sont supprimées dès le départ de l'avion. Et c'est aussi un sujet sur lequel on a travaillé aussi dans le cadre du projet Vision Sûreté avec notre autorité de contrôle, qui est la DGAC, et qui a aussi été attentive à tous ces éléments de sécurisation. Merci Pascal. Robert Tchad, on l'a vu, le IATA Travel Pass s'appuie également sur la donnée. Quelle garantie pouvez-vous donner pour rassurer les voyageurs sur la sécurisation de ces données ? Alors, effectivement, comme vous l'avez souligné, donc le problème de la donnée est un problème global, donc l'équivalent de la CNIL, il existe dans d'autres juridictions. Et les données, donc le Travel Pass contient des données sensibles, donc de tests ou de résultats du passager. Donc elles sont toutes envoyées sur l'application smartphone et le passager garde la maîtrise de la donnée. Il n'y a pas de base de données centralisée. Il a à chaque fois de son parcours ou de son test, etc., ou à chaque fois que c'est exigé, il a la possibilité de partager ou pas l'information. Et
également, une fois qu'il n'a plus besoin de l'application, il a la possibilité d'effacer toutes ces données. Donc, la donnée reste sur l'application smartphone et de ce fait-là, elle est compliant ou elle satisfait les exigences de sécurité des données. Merci Robert. Alors Pascal, je reviens vers vous une dernière fois. Quelles sont les prochaines étapes pour le déploiement du service Mona ? Alors oui, les prochaines étapes. On a d'abord, je pense, comme l'a précisé Thomas, un gros travail à faire sur l'aspect pédagogique pour expliquer le service aux passagers de façon à améliorer nos taux d'enrôlement. Voilà. Et après, l'objectif, c'est d'étendre ce service au sein du groupe Vinci Airport, avec certainement un premier objectif, enfin rien n'est encore validé, mais un premier objectif serait de l'étendre sur les aéroports portugais tels que Lisbonne ou Porto. Et Porto, peut-être ce serait une bonne cible, une bonne première cible. Ça nous permettrait, par exemple, sur les vols Transavia Lyon-Porto, de pouvoir proposer aux passagers un réel service de bout en bout, un aller-retour biométrique. Merci Pascal. Alors le déploiement, on l'a vu, de la reconnaissance faciale s'accélère dans les aéroports. Pour éviter la multiplicité des technologies, il faut pouvoir standardiser. Benoît Vedel, quel travail mène la CITA à son niveau pour favoriser un développement cohérent de ces solutions de reconnaissance faciale ? Oui. Alors, la standardisation est très importante et je pense qu'il y a un autre élément qui arrive qui est très important, c'est la contrainte financière. Les aéroports et les compagnies aériennes sont dans des situations qui sont difficiles. Donc, il faut aussi apprendre à développer des solutions de manière différente, de manière plus frugale et de penser des modèles opérationnels différents. Et typiquement, donc, on a parlé tout à l'heure de l'interopérabilité, c'est quelque chose qui va être important. Il est important aussi que chaque solution qui soit faite pour un pilote puisse être déployée de manière massive pour une compagnie aérienne et puis pour toutes les compagnies aériennes. Et puis, de penser à réutiliser les équipements déjà déployés. Donc, lorsqu'un équipement a été déployé pour un enregistrement, pour l'embarquement, le réutiliser et ne pas en déployer un autre. Et puis surtout, mutualiser les équipements au sein de l'aéroport. C'est-à-dire qu'un même équipement peut être utilisé pour une compagnie aérienne, pour un aéroport, pour un agent de sécurité, pour un agent de police. Donc, je pense que c'est ça les maîtres mots, c'est réutiliser les équipements déjà existants et mutualiser les équipements existants dans l'aéroport pour tous les usages. Merci Benoît. Pour assurer une reprise du trafic dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, maîtriser l'affluence dans les aérogares contribue au respect des distanciations sociales. Selon un sondage réalisé par IATA en juillet 2020, l'affluence dans les aéroports et la crainte de patienter dans de longues files d'attente est un sujet de préoccupation pour 42% des voyageurs. La gestion de l'affluence, c'est justement le thème de notre troisième et dernière partie. Paul Bouzol, vous êtes CEO de la start-up Affluence. Pouvez-vous nous présenter votre solution ? Bien sûr, alors Affluence, c'est une solution assez simple qui repose sur 4 principales briques. La mesure, la prévision, la communication et la gestion de l'affluence. Donc finalement, on va proposer des capteurs, mais aussi et surtout des solutions pour exploiter les données issues de ces capteurs à nos clients pour leur permettre finalement de mieux maîtriser l'affluence. Donc la plateforme qu'on leur met à disposition va par exemple leur permettre de déclencher des alertes quand certains seuils d'affluence sont dépassés. Ça va leur permettre de faciliter la communication et la diffusion de l'affluence. Donc on voit finalement l'intérêt que ça peut avoir dans le contexte actuel de pouvoir très facilement montrer quelle est l'affluence dans chaque zone au maximum de visiteurs pour essayer de les inciter à mieux se répartir dans les zones, à finalement privilégier les heures creuses plutôt que les heures pleines. Ça va également encore être, par exemple, des outils qui vont leur permettre de faire de l'analyse statistique avec de la prévision pour pouvoir mieux gérer le planning de son personnel. Alors Paul, quels sont aujourd'hui vos clients ? Alors aujourd'hui, on travaille notamment avec des grandes institutions qui accueillent du public, donc les établissements qui reçoivent du public, les ERP. Donc ça va être par exemple le musée du Louvre, la Tour Eiffel, mais également la ville de Paris pour ses bibliothèques municipales ou encore ses piscines. Finalement, tout établissement ou toute structure qui reçoit du public, donc on s'aperçoit assez rapidement que c'est assez vaste, est susceptible d'être intéressé par la solution Affluence qui va lui permettre de mieux gérer l'accueil de ses visiteurs et la gestion de ses flux. Paul, avec la crise du Covid-19, comment a évolué la perception de vos clients sur la gestion de l'affluence justement ? Alors c'est assez intéressant parce que la plupart de nos clients finalement se sont aperçus, alors la plupart de
ceux qui n'étaient pas encore nos clients, justement, se sont aperçus de leurs lacunes en matière de gestion de l'affluence. On l'a vu dans le contexte sanitaire actuel, il leur a été demandé finalement de mieux gérer leur affluence, de maîtriser leur jauge, et ils se sont aperçus que c'était une donnée qu'ils n'avaient tout simplement pas, ou tout du moins qu'ils n'avaient pas la manière de gérer cette information et de la réguler. Et donc ça nous a permis finalement de mieux être pédagogues sur ce sujet-là et pouvoir les inciter à s'équiper, de pouvoir proposer des solutions pour justement réguler l'affluence au sein de leur établissement et en avoir la maîtrise, chose qui, pour certains d'entre eux, n'avaient pas du tout jusqu'à présent. Alors justement, je me tourne à présent vers Pascal Deborde. Pour un aéroport, quels sont les dispositifs que vous utilisez pour maîtriser l'affluence ? Oui, donc du côté des aéroports, finalement, la gestion des files d'attente, c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis assez longtemps, donc avant la crise du Covid. Donc nous, on a un système Xovis là, qui nous permet de calculer les temps d'attente sur 2 étapes, le PIF, donc le contrôle de sécurité, et le contrôle frontière, quand il y a du contrôle frontière. Et donc là, on calcule des temps d'attente, ce qui nous permet d'avoir des alertes quand le temps d'attente, donc l'affluence dépasse un certain niveau, et à partir de là, prendre les mesures qui s'imposent, ouvrir des lignes supplémentaires ou réorganiser la partie queuing. Merci Pascal. Benoît Vedel, sur la gestion de l'affluence, comment SITA se positionne pour répondre à la demande des aéroports ? Oui, alors la question de la gestion de l'affluence dans les aéroports, beaucoup de technologies ont été essayées. On a parlé de Bluetooth, de Wi-Fi, de caméras sur le plafond. Et en fait, ce qui marche et ce qui est le plus simple, c'est de compter les personnes à l'entrée et à la sortie d'une zone. Et donc, simplement de scanner la carte d'embarquement de la personne, effectivement, comme dit Pascal, à l'entrée d'un poste de sécurité ou à l'entrée d'une zone d'embarquement, va permettre de véritablement connaître le nombre de personnes qu'il y a dans chaque zone. Et cette manière-là permet aussi de pouvoir filtrer l'accès aux zones, sachant que si une personne ne doit pas aller dans cette zone, elle sera arrêtée en amont de l'entrée dans la zone. Donc ça, c'est une première solution qui est déployée. Une deuxième solution qui est déployée aussi, c'est de pouvoir faire de l'analyse prédictive sur les données des vols. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir le nombre de personnes qui vont arriver en salle d'embarquement. On va pouvoir savoir le nombre de personnes qui vont arriver en salle de débarquement au tapis bagage en fonction du prévisionnel des vols. Et en fait, ce sont ces solutions les plus simples qui fonctionnent parce qu'elles sont facilement exploitables par les aéroports. Thomas Vedel, je me tourne vers vous. Comment travaillez-vous avec les aéroports pour gérer ce sujet de l'affluence ? Alors, nous, de notre côté, le champ d'action est un peu plus limité sur le maintien de la distanciation sociale. Cependant, on a quand même mis en place un nouveau process qui permet de digitaliser les vouchers qui sont donnés aux clients en cas d'irrégularité pour éviter les flux de passagers sur nos comptoirs. Et donc, ce voucher-là est directement chargé sur la carte d'embarquement du client. Et ce client peut utiliser sa carte d'embarquement comme un moyen de paiement pour aller se restaurer dans les différentes boutiques des aéroports. Donc, c'est une évolution, ça permet de maintenir la distanciation sociale et éviter les rassemblements de population dans un endroit précis. Merci Thomas. Alors, comme nous l'avons vu, le digital fluidifie les démarches pour les voyageurs et facilite la gestion des flux en aéroport dans un contexte sanitaire très contraint. À court terme, le digital simplifiera la reprise des opérations, mais il permettra, sans aucun doute, d'améliorer durablement l'expérience voyageur. C'est la fin de cet épisode des ateliers d'IFTM. Je vous remercie, chers participants en plateau et à distance pour votre participation, ainsi que les internautes qui nous ont suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, restez informés de toutes les nouveautés et du programme IFTM en vous abonnant sur les réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à la newsletter. Très bonne journée à tous, à bientôt.